Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode DRS d'Entourloupe dans l'Azimut, un épisode dédié au film qui bourre, préféré de Stéphane. Avant toute chose quand même, bonne année, encore une fois, bonne année à toutes et à tous. On peut encore vous le souhaiter, je ne sais plus combien de temps, c'est un mois. Moi je pars du principe qu'on s'en fout, tu peux encore le souhaiter en avril. Donc bonne année Antoine. Bonne année cher Stéphane, bonne année à toutes et à tous, plein de réussite dans vos projets, une santé de fer, la totale régale quoi. Quel Michel Drucker de l'Entourloupe dans l'Azimut, incroyable. T'as vu ce niveau de professionnalisme dans le divertissement. Incroyable. Et puis un épisode DRS qui n'a jamais aussi bien porté son nom, on pourrait dire. Tout à fait, parce que là on va ouvrir le DRS très clairement. Donc pour ceux qui n'auraient pas l'image de la zone DRS, on rappelle que c'est une formule utilisée, n'est-ce pas? Une formule utilisée dans le monde de la Formule 1. Le DRS, c'est cette technologie qui permet d'ouvrir quoi, le spoiler, c'est ça? C'est l'aileron arrière. L'aileron, qu'un pilote a le droit d'ouvrir dans certaines zones du circuit lorsqu'il est à une seconde derrière le pilote devant lui afin de faciliter des dépassements. Voilà, c'est une très belle définition technique. En gros, c'est un moment où ça bourre en fait, quoi. Voilà, c'est une technologie qui te permet de bourrer comme un âne dans ta Formule 1. Et en parlant de bourrage, finalement, Stéphane, tu vas nous expliquer, parce que pour vous remettre un peu dans le contexte, dans les coulisses de la préparation, de la grande préparation de ces émissions, Stéphane un jour m'appelle, pas en panique mais excité, et il me dit écoute Antoine, là il faut qu'on se parle, faut qu'on enregistre très vite un DRS, là j'en peux plus, faut que ça sorte, faut que je fasse un DRS film qui bourre quoi. Je fais alors d'accord, ok, mais combien de films? Enfin, il y a un film que t'as vu dont tu voudrais parler? Tous les films. Non, t'y es pas. Je veux faire une liste des films qui bourrent en fait. Donc là je lui ai dit allons-y quoi. Moi je dis allons-y quoi. C'est parti et nous y sommes voilà après longue maturation et préparation. Stéphane, tu vas nous parler de tes films qui bourrent, mais avant toute chose Stéphane, d'après toi, qu'est-ce qu'un film qui bourre en fait? Parce que je crois ne pas encore avoir bien compris moi-même. Un film qui bourre, c'est un film à vrai dire, un film qui bourre n'est pas forcément avec des bagnoles, parce qu'il suffit qu'il aille vite, en gros. Mais moi, en l'occurrence, aujourd'hui, je m'intéresse aux films qui bourrent avec des bagnoles. Pourquoi on pense à ça? Parce qu'on a enregistré notre épisode avec Monsieur Bobine sur Speed Racer, quand on cherchait justement des films qui bourrent. Et Speed Racer est un magnifique film, mais je dirais plus qu'il virevolte plus qu'il bourre, quoi. Et du coup, j'ai gardé en stock... J'avais plein d'autres films qui bourrent à côté que j'avais vraiment envie d'en parler, de faire découvrir ou redécouvrir. Et donc, en fait, moi, aujourd'hui, je me suis un peu focalisé sur des films un peu plus primaires, quoi, dont la bagnole et le moteur, la machine est au centre un peu du film, quoi. Et où on revient vers quelque chose de beaucoup plus fou, primaire, comme je l'ai dit, où vraiment... Au-delà même du mouvement, ce qui compte, c'est aussi le bruit du moteur, les pneus qui crissent. Et en fait, je m'intéresse sur... en fait, tout simplement parce que moi, ces derniers temps, ces 2 dernières années, c'est des sujets, c'est des films qui m'éclatent, qui me passionnent. Même ça me passionne au-delà même de l'aspect filmique dans le milieu du sport automobile, etc. J'ai un nouvel attrait personnel pour la machine. Et du coup, en fait, voilà, je recherchais vraiment ces films qui te parlent vraiment dans ta moelle épinière, qui vraiment te font juste kiffer, te font juste apprécier un bon gros V10 qui envoie et la fumée des pneus qu'il y a derrière, quoi. Ok. Et tu nous as sélectionné du coup une liste assez éclectique d'ailleurs en termes de... Pas non exhaustive, parce que bien évidemment les plus expérimentés plus cuits finalement. Les plus cuits au film, les plus cuits que moi diront mais pourquoi il parle pas de ce film, mais pourquoi il parle pas de ce film là et tout. Bien évidemment il y aura peut-être un tome 2 de films qui bourrent un jour. Avec grand plaisir, et ça me fait penser que évidemment, n'hésitez surtout pas, si vous voyez que cette liste est incomplète à vos yeux, nous envoyer des suggestions en fait. On est toujours preneur de
de nouveautés, de découvertes. Et du coup, il est peut-être temps de s'y mettre, non, de démarrer le moteur. Stéphane, quel est le premier film que tu nous as sélectionné ? Alors, le premier film dont je vous parle est également une occasion de saluer les copains d'un autre podcast parce que je vais vous parler de Vanishing Point. Ah, ok. Et oui, en effet, on les salue. On salue les gars du podcast Vanishing Point qu'on vous recommande tous d'aller écouter parce que c'est vraiment très chouette. C'est 3 gars qui prennent une thématique et que chacun parle d'un film pendant 3 heures comme s'ils étaient en voiture, ou vraiment s'ils étaient en voiture, j'en sais rien. Donc on les salue. Vanishing Point, le film, lui, parce qu'en plus, leur nom fait écho à une œuvre comme notre podcast à nous, Antoine. En effet. Voilà, ça nous touche particulièrement. Mais donc Vanishing Point, le film, qui est sorti en 1971, qui a été réalisé par monsieur Richard Sarafian, donc il s'appelle Point Limite Zéro en français. Vanishing Point, c'est un de ces films très représentatifs de cette époque dans le cinéma américain, qui était vachement obsédé après le rêve hippie, etc., qui se questionnait beaucoup sur l'histoire d'Amérique en elle-même, sur est-ce que ces symboles qui font l'espèce d'imaginaire américain, de mythologie américaine, la frontière, etc., est-ce que ça marche encore, est-ce que ça compte, etc. C'était un peu des films qui faisaient le point là-dessus, des films, des road trips contemplatifs, etc., comme Easy Rider par exemple. Voilà, Vanishing Point, c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Kowalski, qui fait le pari en gros de bourrer avec une Dodge Challenger. Il fait, okay. En gros, il a des espèces de la drogue dedans ou des médicaments qu'il doit convoyer de Denver à San Francisco. Et il fait le pari de faire ça en seulement 15 heures. En moins de 15 heures. J'ai regardé, si tu veux, sur Google Maps pour avoir une petite idée. Aujourd'hui, ça te met entre 18 et 19 heures, à peu près. Donc, il faut se dire qu'à l'époque, il faut... Et ça, sans compter les pauses pipi, etc. Donc, lui, il décide de faire ça en une quinzaine d'heures, en se bourrant d'amphétamines, etc., quoi. Vanishing Point, c'est un film qui est très beau parce que c'est, comme son nom l'indique, c'est un point de fuite du coup. C'est l'abstraction la plus totale. C'est-à-dire que c'est vraiment le film de la bagnole qui bourre vers l'horizon. Okay. C'est un voyage qui est vers l'ouest, donc tu vois, ça fait vraiment vachement écho à l'histoire américaine de la conquête de l'ouest, etc. C'est une poursuite non-stop. La voiture, la Challenger, elle est vraiment, c'est le personnage principal du film presque autant que son héros. Et c'est de l'abstraction totale dans un fatras de mécanique, de moteurs qui hurlent parce qu'il est aussi poursuivi par les flics, etc. Il y a au milieu de ça, il y a des flashbacks du héros qui se remémore quand il était pilote de NASCAR, etc. ou flic. Bref, c'est une aventure vraiment contemplative, très représentative de cette époque. Il est appuyé dans sa quête, on va dire, parce qu'il y a vraiment une notion comme quoi c'est le cavalier sur son destrier solitaire, quoi. Il est appuyé dans sa quête par un DJ d'une radio locale, un noir aveugle qui voit en lui un espèce de héros des temps anciens revenu aujourd'hui, quoi, qui va un peu le guider et l'encourager. D'ailleurs, c'est lui qu'on trouve sur le logo de nos amis de Vanishing Point. Ah, très bien. Vanishing Point, voilà, si vous cherchez à vous plonger dans les 70s aux États-Unis, et je le répète bien sûr, dans l'idée de l'abstraction, à savoir vraiment de la voiture qui ne fait plus qu'un avec l'horizon, quoi. Et voilà. Tu parlais de NASCAR aussi. Là, il y a une belle transition avec ton deuxième film, n'est-ce pas, Stéphane ? Absolument, parce qu'on parlait de filer vers l'horizon. Maintenant, on va tourner en rond comme des débiles. Tourner en rond. On parlait de réflexion contemplative sur l'Amérique et ses démons, etc. Maintenant, on va plonger dans ces démons et on va les glorifier. À savoir, on va parler de NASCAR avec bien évidemment Jour de tonnerre, quoi, Days of Thunder par Tony Scott. Le Top Gun de la voiture, n'est-ce pas ? Absolument. On va citer notre ami Alexis qui décrit très bien ce film en disant que c'est Top Gun sans scénario avec du NASCAR. Et c'est pas si loin de la réalité. Jour de tonnerre est vraiment un film primaire. Je vais parler que de films primaires aujourd'hui. De toute façon, on n'est pas là pour réfléchir. Primaire dans le bon sens également. Donc, Jour de tonnerre, tu l'as vu Antoine ou pas ? J'en ai des souvenirs très diffus, on va dire. Donc, si je l'ai vu, c'est il y a très très longtemps. Je ne l'ai pas revu récemment. C'est tout simplement l'histoire de Cole Trickle. Pilote fou ils ont tous des blazes incroyables dans ce film, quoi, vraiment les noms les plus américains du monde, qui est un jeune pilote de NASCAR qui est exceptionnel au volant
Mais en fait, tout ce qu'il dit dans le film, moi, tout ce que je sais faire, c'est conduire, en fait. C'est bourré, quoi. Et il est tout le temps secondé par... Il y a une espèce de figure tutélaire en la personne de... C'est Robert Duval, je crois. Robert Duval, c'est ça, de chef mécanicien, chef d'écurie, qui lui explique des trucs beaucoup plus. Attention, faut que tu vires mieux dans ce virage-là et tout. Regarde la différence d'usure dans les pneus, etc. Parce que le gars, voilà, la technique, quoi. La technique, il est là, voilà. Et Cole, il dit juste, ok, d'accord, mais moi je veux bourrer, c'est tout, quoi. Et c'est ça pendant tout le film, en fait. C'est vraiment un plaisir. C'est l'ivresse de la vitesse pure, quoi, parce que c'est ça, c'est ce qui représente le mieux le NASCAR. C'est ce qu'est le NASCAR, non ? Moi, je connais très mal ce sport, mais ça a l'air d'être quand même vraiment focalisé sur le bourrage le plus direct, le bourrage comme art de vivre finalement, quoi. Mais c'est ça. Est-ce que tu connais un peu ce sport, toi ? Est-ce que c'est un sport que tu apprécies d'ailleurs ? Alors moi, c'est un sport sur lequel j'aimerais beaucoup me pencher plus, en tout cas, parce que ça a l'air, a priori, on se dit que ça va être ennuyeux à regarder. Exactement. Et pourtant, je sais pas, il y a quelque chose vraiment de bête, quoi, qui est attirant là-dedans, quoi. Mais en tout cas, le film est vraiment très chouette à regarder. Les scènes de course sont vraiment très très sympas, quoi. Tony Scott, façon idole. Et vraiment, les personnages sont juste concentrés sur ça. Bon, après, il y a des histoires, il y a une romance et tout, mais même Tom Cruise qui a sa romance avec Nicole Kidman, d'ailleurs, c'est là ils se sont rencontrés sur ce film, je crois, si je dis pas de bêtises. Même après l'amour, si tu veux, il lui parle de bagnole, il lui parle du principe d'aspiration et tout, etc. Donc vraiment, voilà, c'est un film, c'est l'ivresse de la vitesse pure. Oui, c'est l'étape après Top Gun, quoi. C'est un film, tu vois, c'est le genre de film qui n'a pas eu des très bonnes critiques. On dit que c'est un espèce de film de trop dans la présentation, dans la carrière de Tom Cruise, mais ce qu'il a véhiculé est tout autre, quoi. Et scène incroyable au début, c'est l'apparition de Tom Cruise, qui est vraiment... Ils en ont rien à foutre, en fait. Il apparaît comme une espèce d'ange exterminateur au bout de la piste, sur une moto, en fait. Voilà. Tiens donc, encore une, il quoi. déboule sur une moto, mais une espèce de grosse routière, hein, pas la Kawasaki de Top Gun. Et ça n'a aucun sens. Ce film n'a aucun sens, et c'est pour ça qu'il est magnifique, quoi. Si vous voulez en entendre plus de notre part sur Tom Cruise qui bourre, parce que ça a été quand même au centre aussi de nos discussions, on vous rappelle qu'on a enregistré il y a quelques mois de ça déjà, un épisode sur Mission Impossible 2 et la saga Mission Impossible, plus un épisode DRS sur Top Gun Maverick. Bref, Tom Cruise, acteur qui bourre, ça c'est une évidence, et tu viens de nous le reconfirmer. Et il y a dedans, je signale une interprétation chouette, en plus de Robert Duval, de Michael Rooker, qu'on a beaucoup connu récemment dans Les Gardiens de la Galaxie, et qui est son espèce de coéquipier, en fait, de l'écurie, et son rival aussi, et auquel il se tire la bourre. Le Iceman. C'est ça, mais ils se tirent la bourre entre eux pour au final qu'il y ait quelque chose une amitié plus profonde qui se crée. Enfin voilà, mais c'est un duo que je trouve assez chouette. Alors, il y a quelques minutes de ça, tu nous parlais de films, de mentionner des films peu intelligents, voire bêtes. Et quelle transition tu trouvais avec ton prochain film, cher Stéphane. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, j'ai honte, mais pas trop, de vous parler de ce prochain film. Qui est un mauvais film, hein. On va le dire. Bah alors pourquoi vous demandez pourquoi on vous parle de films de merde alors qu'il y en a plein à vous présenter. On va parler de Fast and Furious Tokyo Drift. Oui. Comment commencer comment on peut parler de Fast and Furious Tokyo Drift, qui est clairement bon. On avait même évoqué l'idée de faire un épisode entier dessus. Bon, on s'est vite. Antoine, tu m'as vite calmé. Fast and Furious Tokyo Drift, en le revoyant, revoyez-le avec un certain angle, avec l'angle bleu de la tendresse. Moi, je le trouve qu'il a un truc assez marrant, c'est qu'en fait, c'est le seul Fast and Furious, à part peut-être le premier, bien sûr, qui est quand même un chouette film, qui parle vraiment de bagnole, en fait. Qui met, en tout cas, la bagnole, la machine, au centre de son sujet. Clairement, le film, c'est n'importe quoi. Son héros n'a aucun charisme. Le film est écrit avec le cul. C'est la représentation du Japon. C'est le Japon vu par les Américains. C'est complètement con. Il y a Sonny Chiba qui joue un Yakuza, mais on y croit. C'est le Yakuza Wish, quoi.
Non, puis il y a des Japonais qui parlent anglais entre eux. Ils ne parlent qu'anglais, c'est terrifiant. Mais il s'avère qu'ils ont quand même tourné au Japon et même ils ont dû tourner certaines scènes de manière illégale et qu'en fait, un membre de l'équipe était désigné comme, j'ai oublié le terme exact, mais comme celui qui a apporté le chapeau en gros pour prendre la peine de prison et passer la nuit en tôle, quoi. Un gars qui va dire en fait non, c'est moi qui roulais en voiture, bon gars. Et c'est lui qui prenait l'infraction enfin bref, ils ont dû faire quand même le film un peu à la Gitan. C'est qu'il y a vraiment un débile primaire d'un enfant, j'ai dit 50 fois primaire depuis qu'on a commencé cet épisode, on dirait le délire d'un enfant de 4 ans autour des voitures qui driftent, et il y a quelque chose, je sais pas, qui a réussi un peu me toucher dedans. C'est-à-dire que vraiment, les moteurs sont filmés, la manière dont les voitures... on s'attarde sur le fait que les voitures driftent, et il y a tout un truc sur le drift dans le film, parce que le message du film, c'est un peu « Ok mec, tu sais bourrer, mais tu sais pas vraiment drifter dans la vie. Et dans la vie, il faut savoir drifter. » Et mine de rien, cet angle-là, il est plutôt chouette, parce qu'il y a toute une phase où le héros... sait conduire, c'est un espèce de génie avec les bagnoles, mais il ne sait pas drifter, et le drift est une discipline à part entière dans les courses de rue japonaises. Discipline qu'on n'a pas du tout définie pour peut-être des purs néophytes de voiture, qui consiste juste à glisser en fait, à déraper, de faire des dérapages contrôlés avec ta voiture. C'est le film, il est intéressant pour ça, quand on s'intéresse un peu à ce monde de la voiture, et on peut vous renvoyer à une chouette vidéo de la chaîne Villebrequin, notamment celle sur leur format Vultech, qui parle des voitures japonaises, du rapport des industriels japonais face à leurs voitures. C'est extrêmement intéressant. C'est super intéressant et ils sont vraiment passionnés. Et ils parlent notamment de Keiichi Tsuchiya, qui est un pilote automobile, qui a un peu, qu'on appelle le Drift King, qui est un peu le gars qui a lancé, ou en tout cas donné ses lettres de noblesse à cette discipline, notamment en faisant simplement des vidéos de drift dans les montagnes japonaises au volant de sa Nissan, je crois, et c'était vendu dans les... Toyota, je crois. Une Toyota, j'ai un doute là-dessus, on va vérifier, là on s'est peut-être déjà fait incendier. Mais incroyable, et qui se filmait, alors là complètement de manière illégale, quoi, à bourrer et à drifter sur les routes japonaises, et qui se filmait avec ses équipes et qui en faisait des VHS de mémoire illégales et qui gagnait son argent comme ça. Et je me permets juste, désolé je t'interromps Stéphane, mais je me fais un peu la voix du néophyte, et là-dessus c'est que tu m'as en effet recommandé Tokyo Drift, que j'ai regardé, que je n'avais jamais vu, et Dieu sait que je peux avoir de l'indulgence pour des mauvais films, hein. Je pense en avoir déjà fait la preuve ici. Moi je suis pas du tout rentré dedans. Je trouve que enfin voilà, c'est vraiment pas un film, même sur les aspects dont tu parles, voilà, ces scènes d'action-là ne m'ont pas trop galvanisé, quoi. Cependant, ça m'a permis, en plus avec la vidéo de Villebrequin derrière, de découvrir le drift, etc. Et perso, j'ai presque pris plus de plaisir à aller voir ces vidéos-là. Justement de Tsuchiya, quoi. Exactement, merci, qui faisait ses vidéos lui-même à l'arrache et tout. Et alors là, pour le coup, je trouve ça très impressionnant, parce que c'est souvent des plans larges, contrairement aux Fast and Furious par moments qui peuvent être ultra découpés avec des gros inserts ou ce genre de trucs. Lui, c'est un plan large, un plan fixe presque, et ça bourre, quoi. Et tu le vois matraquer sa caisse, et c'est assez fascinant, quoi. Assez hypnotique. Je comprends tout à fait. Tsuchiya, apparemment, a fait le Mans, la course du Mans. Il ne faisait pas des très bons placements, tout ça, mais il régalait tout le monde parce qu'il driftait à chaque virage pendant 24 heures, quoi. Et donc, c'était un spectacle pour les yeux, mais voilà. Mais Tokyo Drift, clairement, je le répète, n'est pas du tout un bon film, mais sous l'angle débile, moi je le trouve assez rigolo. Ouais. Il y a cette scène extraordinaire où l'espèce de mentor du héros, donc le personnage de Han, qui est un des seuls personnages, le seul lien avec toute la saga, quoi. Un personnage qui n'a absolument aucun sens dans aucun des épisodes. Et il montre un peu comment draguer à Tokyo, et il fait une espèce de parade nuptiale en drift autour de d'une bagnole avec deux meufs dedans, et genre il ne se parle pas, juste il drift, et après il tend sa main, elle leur donne son numéro, mais c'est à mourir de rire, c'est extraordinaire. À ne pas reproduire dans les rues françaises, hein, non, mais partout dans le monde d'ailleurs. Ils te font un truc, on dirait que là-bas le drift
c'est genre, enfin, j'en sais rien, mais c'est genre. Oui, bien sûr, c'est institutionnalisé, c'est bien sûr, c'est genre en France là-bas, tu sais, au lieu d'aller en boîte, bah en fait au Japon ils font tous du drift, quoi, même les, Ouais, bien même les sûr, ados et tout. Enfin bref, c'est évidemment. complètement Ouais. con. Ah, ça c'est effroyable, le personnage du sidekick. Ah non, mais Vraiment, au bout de 4 secondes, premier jour dans son nouveau lycée. D'ailleurs, le gars, il a juste l'air d'un homme de 50 ans et on essaye de nous faire croire qu'il est lycéen, quoi. C'est à pleurer de rire. Et son premier jour au lycée, il tombe évidemment sur un autre immigré américain, truc mais qui n'a aucun sens. Tout le monde parle en anglais dans le lycée quasiment, quoi. après je veux bien croire le coup des expats des lycées américains sur place parce Non, qu'il y a mais le oui, truc alors du père d'accord, qui est ok. militaire et tout. Ok, très bien, pas de souci. Au bout de 4 secondes, salut, ça va? Ouais, t'aimes le drift? Ah ouais, j'adore le drift. Ah bah trop bien, bah attends, viens voir ma voiture. Le mec a 17 ans, il a une caisse tunée de dingue. Ah non, mais bref, ça n'a aucun sens. Ce film mais en même temps, ça peut être l'occasion d'une petite séance entre amis, entre proches, bière, pizza, binous, exactement, et allons-y, quoi. Non, et ça régale. non, mais je peux tout à fait comprendre. clairement avec cet angle-là on se régale. On change peut-être de gamme là quand même, non? Avec le prochain film dont tu voulais nous parler. On passe dans d'autres sphères quand même là, non? Oui, là on va monter en gamme, on va arrêter avec le NASCAR et les courses de rue, on va parler de Formule 1. Tu sais très bien l'affection, l'obsession que j'ai pour ce sport. Ah oui. Mais on va pas parler de Drive to Survive, etc. Même si ça peut être une recommandation en soi de série qui bourre parce que c'est vraiment très romancé et dramatisé, oui. J'ai deviné, tu vas nous parler de l'album de Benjamin Biolay. Grand Prix, c'est ça? Non. Ah non? Ah bah tant pis. Ok. Non. Il n'est pas encore là le jour, Antoine, où je parlerai de Benjamin Biolay dans Tourloupe dans l'Azimut. Je suis navré, mais non. Il y a beaucoup de chemin à faire encore, quoi. Ok. Dans ce cas-là, de quoi vas-tu nous parler? 60 ans avant Drive to Survive, donc on répète la série Netflix qui parle des coulisses de chaque saison de Formule 1. 60 ans avant, il y avait un espèce de Drive to Survive qui s'appelle tout simplement Grand Prix, un film de John Frankenheimer sorti en 66. Film complètement fou pour l'époque, qui dure 3 heures, extrêmement classique dans tout ce qui se passe en dehors des courses, etc. Il y a des romances, dans les dialogues, etc. Mais complètement révolutionnaire en ce qui concerne les séquences de course. Même, on pourrait parler de quasiment expérimental pour l'époque. Il y avait une utilisation du speed screen déjà, mais même l'écran est divisé des fois en 16 ou en 30, quoi. Il y a une espèce de vraiment de... avec des gros plans sur les mécanos qui visent des trucs, etc. Enfin, on a atteint l'abstraction la plus pure des fois. Casting en or pour l'époque, James Garner. Casting de grand malade. Ouais. Yves Montand, Toshiro Mifune, Eva Marie Saint. Vraiment... un gros All-Star Game pour l'époque. Et vraiment, les séquences de course sont extraordinaires parce qu'on a déjà... Il tournait en fait en même temps que la saison de Formule 1 de l'époque. Il tournait avant les courses. D'accord. Avec des Formule 3 modifiées, pilotées elles-mêmes par les acteurs, par Yves Montand, par James Garner, quoi. Donc Tom Cruise à l'époque, tiens-toi bien. D'accord. C'est eux-mêmes qui bourraient. Et des caméras embarquées, mais je vous jure, hallucinante pour l'époque, avec les caméras pellicules, etc. La première séquence se déroule au Grand Prix de Monaco. Ça dure une vingtaine de minutes avec différentes voix off de différents pilotes qui discutent, etc. C'est extraordinaire. Et en fait, le film a du coup un aspect un peu documentaire, si tu veux. Parce qu'il est vraiment tourné sur les circuits de l'époque. Il est tourné avec des vrais pilotes. C'est-à-dire que dans l'histoire du film, on entend des noms de vrais pilotes et c'est les vrais pilotes de cette saison-là. C'est cool ça. On les voit jouer des fois dans certaines scènes, ils apparaissent derrière. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une espèce de côté documentaire sur qu'est-ce que c'est la Formule 1 dans les années 60. Et c'est un truc, quand vous suivez la Formule 1 aujourd'hui, c'est hallucinant à regarder parce que c'est déjà extrêmement dangereux. C'est dit, le film aborde ça. C'est que c'était une époque où il peut y avoir 1 ou 2 morts par saison. C'était extrêmement dangereux. Enfin, vous voyez qu'ils ont juste un petit casque tout simple. Enfin, c'est affolant et qui roule à 200 dans les rues de Monaco sans glissière de sécurité, en passant devant les bars tabac, devant les photographes qui sont juste là. C'est hallucinant, quoi. C'était juste avant en fait que ce sport devienne mercantile, avant l'arrivée des sponsors, etc. Donc il y a un côté vraiment très très maison, quoi, très brut, quoi. Et donc le film est vraiment hallucinant pour ça, quoi. Vraiment les séquences de course. Il y a, je sais pas, il y a l'accent sur 4-5 courses pendant tout le film.
et elles sont toutes filmées un peu de manière différente, quoi. Et il y a le circuit d'Auvergne, à Clermont-Ferrand, c'est vraiment c'est hallucinant. Je sais que ça te parle, Antoine, ça. Ah bah forcément. Il y a le circuit de Spa, et vraiment ça n'a rien à voir avec le Spa d'aujourd'hui en Belgique. Ça, c'est juste des routes de campagne et vous les voyez bourrer dessus en plein dans la pluie. Ouais, vraiment, ça c'est pour vraiment, je conseille à tous les gens qui s'intéressent un peu au sport automobile et à la Formule 1 aujourd'hui de regarder ce film. C'est affolant, quoi. Et alors c'est un plaisir visuel, sonore, etc. Il y a un travail là-dessus qui est dingue. On voit également des scènes à l'intérieur des usines Ferrari de Maranello. C'est-à-dire que c'était une des rares premières fois où Ferrari avait ouvert ses portes à l'équipe du film, quoi. Au début, encore une fois, comme pour beaucoup de choses, Ferrari sont sceptiques, disent non, on veut pas vous montrer tout ça. Puis ils ont vu les premières images du film et ils ont fait ok, vas-y, rentrez. Comme pour Drive to Survive d'ailleurs, je crois. Comme pour Drive to Survive et même plein de... Pour Miami Vice, ils ont dans les deux premières... la première saison, c'est une fausse Ferrari qu'on voit, et c'est après le succès de la série, ils ont fait non, mais si vous voulez, tenez, voilà une Testarossa blanche... Voilà. Et c'est pour ça, mais Ferrari a un autre nom dans le film, ça s'appelle Ferrari, a un autre nom italien derrière, et c'est Adolfo Celli que tu connais, qui est oui, bien sûr, qui joue qui est Largo dans Opération Tonnerre, n'est-ce pas? C'est ça, absolument, le méchant dans le James Bond Opération Tonnerre. On a réussi à parler de James Bond dans un film qui bourre, on est incroyable. Toujours. Mais voilà, qui joue clairement, en fait, c'est pas dit, mais il joue Enzo Ferrari, même si c'est pas clairement dit que c'est Enzo Ferrari. Ah, d'accord. Ouais. Voilà. C'est dans celui-là qu'il y a Françoise Hardy ? Absolument, un des premiers rôles, peut-être même le premier rôle de Françoise Hardy, qui joue pas beaucoup, hein, qui est d'accord. Comme non, je savais plus si c'était dans celui-là ou dans Le Mans, mais ok. Non. D'ailleurs, on aurait pu parler du Mans avec Steve McQueen, mais dans le tome 2. Dans le tome 2, peut-être. Dans le tome 2 des films qui bourrent. Grand Prix, vraiment une fenêtre sur les années 60 et sur le sport automobile dans les années 60 qui est vraiment extraordinaire et vraiment en avance sur son temps. Oui, parce que moi j'ai pas vu encore tout le film, mais malgré le classicisme dont tu sembles parler pour les scènes, les séquences un peu plus classiques de discussion, tout ça, le peu que j'ai vu des séquences vraiment de course a l'air encore extrêmement d'actualité. Enfin, le film a encore un impact aujourd'hui, des décennies après, quoi. C'est quand même fou. Ah oui, complètement. C'est vraiment, je te jure. Puis même les caméras embarquées dans ces voitures des années 60 qui faisaient un... Je n'imagine même pas le défi technique que ça devait être pour l'époque. On en parlait de ça, je crois, dans notre premier épisode, encore une fois sur James Bond, sur Moonraker, pour la scène du saut en parachute, et c'était dans les années 70, donc c'est après, fin des années 70. T'imagines dans les années 60 d'embarquer parce que juste pour pareil des néophytes, la taille des caméras était monumentale. Enfin, j'encourage vraiment, si vous avez jamais le Blu-ray ou le DVD, de regarder les bonus du film, le making of du film. C'est vraiment c'est hallucinant de voir ce qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, c'était même assez c'était pas simple comme tournage, parce qu'il fallait j'imagine. Ça râlait beaucoup avec les instances qui s'occupaient des courses, des vraies courses, quoi. Puis vraiment, ça montre surtout, ça aborde tous les travers de la course, comme quoi c'est une discipline qui est très très dangereuse, quoi. Et si tu veux, même dans les bonus, t'as des vieux pilotes qui ont participé à ça. Il y en a un qui t'explique. En fait, moi je conduisais sans ceinture. Ok. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, le réservoir était dans le dos, et si jamais la voiture crame, j'ai envie de pouvoir sortir vite et pas d'avoir à déboucler la ceinture. Donc en fait, c'était plus safe, d'une certaine manière, de rouler la ceinture pas attachée. Bref. Incroyable. Voilà. Pour la suite du programme, je crois que tu voulais passer encore une vitesse supérieure et mentionner des films plus que oui, parce que, encore une fois, on le répète, on ne pourra vraiment pas parler de... Il y a plein de films qui manquent dans cette liste. On ne peut pas évoquer notamment, tu vois, des gros succès. En fait, c'est pour ça qu'on n'en parle pas, parce que c'est des films qui sont connus, mais on ne peut pas ne pas évoquer Fury Road, quoi, qui est quand même l'ode à la plus grande ode à la bourre de ces dernières années, qui est un film vraiment... magnifique, minimaliste, quoi, où c'est même plus c'est plus qu'un simple film qui bourre. Mais voilà, il y a Fury Road, Le Mans 66 donc Ford versus Ferrari de James Mangold, qui est quand même un très très super film, très chouette film là-dessus.
Baby Driver de l'idole Edgar Wright, qui est très sympa aussi. Ça bourre bien, et Edgar Wright cite d'ailleurs beaucoup, je crois, de Vanishing Point dans ses influences pour le film, quoi. Vanishing Point est très cité dans plein de références, notamment dans Death Proof, Boulevard de la Mort de Tarantino. Cite, il montre la voiture même, Vanishing Point, à plusieurs moments. Boulevard de la Mort qui m'avait beaucoup déçu à sa sortie, où je trouve que c'est un film très bavard. Pareil, il faudrait que je le revoie, et pas toujours. On sait que c'est des qualités de Tarantino, hein, les dialogues, mais là ça m'avait un peu déçu. Cependant, une scène finale justement de cascade en bagnole qui était de mémoire assez mémorable et qui bourrait grave. J'aimerais bien redonner une chance. C'est la période de Tarantino avec laquelle je suis un peu fâché, on va dire. Ah, je suis tout à fait d'accord. Des films qui bourrent, il y en a plein. On peut pas ne pas évoquer Duel également, qui est quand même le premier film de Spielberg, qui est quand même que je n'ai jamais vu. Il est sur ma liste des films absolus à regarder. Qui est littéralement une poursuite de 1h15, quoi. Littéralement. Voilà, tu connais le concept. C'est tout à fait. C'est vraiment, il y a rien de plus minimaliste également. Voilà, on a parlé aujourd'hui beaucoup de films autour de laquelle la bagnole est dans le thème principal du film, des films de course surtout. Mais bien évidemment, des films avec des poursuites extraordinaires, il y en a plein, on va pas vous tous les citer. Bien sûr, on a notre chouchou James Bond il y a 3-4 grandes poursuites mémorables, Bullitt, etc. Moi, j'ai envie de parler un tout petit peu, de mentionner le cinéma français, parce qu'on le fait pas assez souvent dans Entourloupe. Cocorico. S'il y a une période quand même qui est chouette là-dessus, c'est la période quand même, c'est l'idole Bébel, qui nous a livré quelques belles performances. Et je pense au film Le Casse, incroyable, de 71, de Verneuil, d'Henri Verneuil. Henri Verneuil, voilà, où, Henri Verneuil, alors là, une poursuite de 9 minutes entre une Fiat et une Opel à travers les rues d'Athènes. C'est juste hallucinant. Un concert de carrosserie froissée, etc., quoi. Il y a la poursuite dans Le Professionnel, qui est formidable. Bon parce qu'il faut quand même mentionner pour celles et ceux qui n'auraient pas vu ces films-là, alors je sais pas pour Le Casse, mais en tout cas pour celle du Professionnel, ce qui la rend incroyable, je trouve, cette séquence de poursuite dans Paris, c'est que la caméra est embarquée dans la bagnole et que c'est Bébel qui bourre. C'est-à-dire que tu vois, alors là c'est Tom Cruise bien avant l'heure, mais c'est vraiment, tu vois que c'est lui qui bourre sa race dans la voiture, et c'est encore aujourd'hui. Enfin, moi, déjà, c'était une sidération gamin, tu vois, je t'entends, et là vraiment, il y a le bruit du moteur dont tu parles et tout ça, c'est les vieilles voitures et tout ça, et la tôle froissée, les pneus qui crissent, le moteur et tout ça, et ces plans à la fois très simples, parce que c'est quelqu'un qui est assis sur la banquette arrière et qui filme Belmondo en train de conduire, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils envoient, quoi, les gars. C'est également le cas, si je dis pas de bêtises, dans Le Marginal, qui est de Jacques Deray, donc du coup de 83, qui est en soi un moins bon film, je trouve, que ce qu'on a dit, malgré quelques scènes vraiment qu'on adore, qui sont savoureuses quand on aime Bébel. Et puis Bébel extraordinaire, et puis une BO d'Ennio Morricone, encore une fois. Voilà, de Bébel qui débarque en TGV à Marseille pour casser des bouches. À Marseille, le générique de début, rien que le générique. C'est moi je me le remets de temps en temps comme ça. Je me mets le générique de début, Bébel avec son cuir dans le TGV, Ennio Morricone. Mais par contre, qu'est-ce que vous voulez de plus en fait et en plus, ce qu'il y a de plus dans le film, au-delà d'une ou deux bonnes bagarres, c'est qu'il y a une poursuite extraordinaire. C'est vrai. Où il est au volant d'une Mustang. C'est lui-même qui a insisté pour qu'on ait une Mustang, parce que c'était quelques années après Bullitt, et il adorait ce film. Et si je dis pas de bêtises, certains plans également, c'est lui qui conduit. Et la poursuite est géniale. Et en plus, là, Bébel, il est vraiment en colère. C'est-à-dire qu'il conduit pour tuer, clairement, quoi. Il y a... Désolé, je te coupe, mais il y a un truc, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. On n'a pas du tout mentionné les cascadeurs, en fait, notamment pour le cinéma français. Il y a un nom qui revient beaucoup dans le cinéma français et dans les James Bond. C'est pour ça que moi, ça me donnait cœur ne serait-ce que de le mentionner, c'est Rémi Julienne. Absolument. En fait, la famille Julienne. C'est d'ailleurs on va dire, puisque maintenant, son fils a pris le relais. Sur Le Marginal, d'ailleurs, c'est lui, si je dis pas de bêtises, c'est même exactement. Fort possiblement lui sur Le Professionnel. Mais si vous n'êtes pas du tout familier avec ce patronyme, on vous invite à aller voir sur Google, YouTube, taper Rémi Julienne, et de voir la carrière absolument hallucinante de cet homme.
qui était juste le boss, quoi. Qui a fait un James Bond d'ailleurs, Dangereusement Vôtre. Dangereusement Vôtre, je me demande s'il est pas sur un autre, ouais. Never Say Never Again, ou même sur d'autres cascades en fait de James Bond. Enfin voilà, Rémi Julien était une sommité. Je crois qu'il est décédé, Rémi Julien, et son fils a pris le relais. Sur les films français, tu avais d'autres exemples, ou est-ce que je peux aller aussi avec ma petite touche ou pas? Petite touche, juste avant que tu dises ta petite touche, tu parlais de Never Say Never Again, quoi. Le Bond non officiel est clairement très loin d'être un des meilleurs, mais qui a aussi quand même... J'étais sûr que tu allais en parler. Une très chouette poursuite dans les rues de Menton avec une Renault 5. Simple, je pouvais pas ne pas le mentionner parce qu'elle est vraiment savoureuse, quoi. Mais oui, vas-y, ta petite pépite française, vas-y, je sais ce que tu vas dire. Bah, non mais c'est très lié à l'enfance, etc. Et c'est bien plus récent, mais le premier Taxi, donc réalisé par Gérard Pires, qui, je me souviens plus de quand il date, mais fin des années 90, je dirais, 97, 98 peut-être. Et notamment la première scène la première course du personnage de Daniel, donc joué par Samina Seri, où un homme d'affaires lui demande d'être 98. À Marignane en moins de 20 minutes ou quelque chose comme ça. Et il a le temps de finir son sandwich, il prépare la voiture et puis là il bourre. Cette scène avec la musique d'Ayam derrière, parce que de mémoire c'est Akhenaton qui a fait la bande originale. Quand je veux avoir une petite décharge, tu vois, d'adrénaline, de bruit de moteur, le bruit de la voiture, vraiment, plus la musique d'Akhenaton, les plans au ras du bitume. Il y a un plan qui commence sur la plaque d'immatriculation, puis ça dézoome un petit peu. On laisse la voiture aller et il est sur le périph' de Marseille. Je crois que t'as la bonne mer au loin. Ça me met dans un état, mais de. Non, alors que je suis très, très du chouette, tout dans les bagnoles et tout, quoi. Mais j'adore cette séquence. Elle dure 3 minutes, peut-être. Oh, qu'est-ce qui bourre, la musique mortelle d'AKH et tout. Enfin, voilà. Donc, non, et puis la séquence finale aussi est trop bien. Puis Marseille, Marseille, quoi. Marseille, la grosse Peugeot, oui. quoi. Voilà, enfin, tu vois, on y est, quoi. Voilà. C'est bête, mais le petit c'est parti de Daniel et paf, on envoie la musique et ça bourre et il fait un gros drift, un gros burn et il envoie, mais magnifique. Franchement. Qu'est-ce qu'il est con, ce film. Chef-d'œuvre. Le premier, moi j'ai beaucoup de tendresse pour le premier. Ouais, vraiment. Non, mais je l'entends. Après ça devient c'est très 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 compliqué et je n'ai pas vu le dernier en date d'ailleurs. Est-ce qu'on a fait le tour sur le cinéma français ? Non, on n'a pas fait le tour du cinéma français, mais justement, on va finir avec un film français, et pour moi qui est un magnifique film, qui est le film ultime qui bourre. C'est la définition même, on ne fera jamais mieux que ça. C'est un court-métrage de Claude Lelouch, qui s'appelle « C'était un rendez-vous ». Alors, ce film, je trouve que soit il a une vague d'initiés, donc les gens qui m'entendent disent bien sûr, c'est bien que c'est super connu. D'autres, à chaque fois, quand je parle de ce film, des fois, c'est une découverte pure, quoi. C'était un rendez-vous qui est trouvable sur Internet, sur Vimeo, dans une version qui a été numérisée, restaurée, qui est très très belle. C'est juste un plan séquence court de 8 minutes d'une caméra embarquée à l'avant d'une bagnole qui bourre à travers les rues de Paris, de l'avenue Foch jusqu'à Montmartre, en passant par les quais près du Louvre et l'avenue de l'Opéra. Il s'agit pour son pilote de rejoindre un rendez-vous, d'être à l'heure pour un rendez-vous. Qu'on imagine amoureux. Qu'on imagine un rendez-vous galant à 6h du mat. C'est quoi la genèse de ce film ? C'est qu'en fait, Lelouch, il lui restait de la pellicule après le film Si c'était à refaire. Donc avec les restes de pellicule de Si c'était à refaire, il s'est dit avec son équipe, tenez, ça vous dit, demain matin à 5h du mat, on bourre, quoi. En gros, ils ont juste... il a pris une Mercedes, il a fait ça avec sa Merco à lui, une 450L, je crois. Important pour lui parce qu'elle avait des suspensions hydrauliques et c'est important pour l'image, en fait, pour pas que l'image saute dans tous les sens. Une caméra fixée à l'avant et il s'est lancé à travers les rues de Paris, comme je le dis, donc en plein mois d'août et à 5h, 5h30 du matin pour qu'il y ait le moins de monde possible. Je vous redis, ça fait 8 minutes, donc de ceux qui connaissent Paris, de l'avenue Foch à Montmartre, en passant par le Louvre, je vous laisse faire le calcul.
Il faut, mais pour les non-parisiens ou quoi, parce que même l'avenue Foch, je crois, est balèze. En fait, il s'agit vraiment de traverser Paris. C'est-à-dire que je crois qu'il part vraiment du sud de la capitale, non? Non, c'est pas sud de la capitale. Non, il part plutôt de l'est, on va dire quoi. Mais attends, il est pas sur le périph'? Non. Au début, il prend pas. Ah, il commence vraiment du tunnel il sort peut-être du périph', il se lance sur l'avenue Foch. D'accord, il arrive au bout à la. Ah, je pensais qu'il traversait vraiment la capitale. Donc c'est de l'est vers le nord. En fait, c'est de l'est en faisant une petite bifurcation vers le sud sur tous les Champs-Élysées près de la Seine. Donc il fait est, centre, nord, si tu veux. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Très bien. Donc c'est pas le trajet le plus rapide en soi géographiquement, mais je pense qu'il voulait quelque chose de plastique, quoi. Il atteint des vitesses folles sur l'avenue Foch. Il déclare avoir atteint 200 km/h, chose absolument fait en toute illégalité, hein, il faut quand même le préciser. En toute illégalité, il avait juste quelques assistants à quelques points clés avec des talkies pour le prévenir. S'il y avait des flics, je crois. Non, s'il y avait des flics, tout simplement parce qu'il y avait des endroits où il avait un angle mort et c'était des gens pour lui dire non, là, s'il y a une voiture, tu t'arrêtes. Oui, aussi la circulation. Ouais. Et ce que dit Lelouch, c'est qu'il était prêt à arrêter s'il y avait un véritable danger, quoi. Il dit il va pas se mettre en danger des vies pour un film, quoi. Ça reste pas moins, bien sûr, dangereux, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il a de touchant dans ce film, parce qu'on pourrait parler de comment il a été fait pendant longtemps. C'est qu'en fait, il procure un plaisir vraiment primaire, encore une fois. Mais je trouve qu'il a une manière hyper touchante de montrer le Paris de l'époque. C'est réalisé en 1976. On découvre, déjà c'est très beau, vraiment la copie dont je parle sur Vimeo est vraiment magnifique, quoi. Et alors découvrir Paris comme ça au moment où des gens vont travailler, à la fin il finit vers Pigalle, vers Montmartre, donc on voit encore des fêtards qui partent se coucher un moment. Et à un moment il roule quasiment sur un trottoir, il y a une femme qui promène son chien le matin vite fait. Il y a quelque chose de vraiment touchant dans ce film que je trouve. Moi tu parlais de moments où tu as besoin ça va pas trop fort. Moi des fois je me lance ça, quoi. C'est 8 minutes et c'est j'en perds pas une seconde. Je me suis amusé à faire le trajet sur Maps pour vraiment comprendre où il va. C'est assez drôle parce qu'à un moment il explique qu'il y avait la rue Le Pic, je crois, vers Montmartre, qu'il avait prévu pour son itinéraire, mais un camion l'a bloqué et du coup il a dû prendre Oui, exact. On voit, il fait un moment une espèce d'à-coup dans le film vers la fin. Et en fait, il fait un détour et il était stressé parce qu'il avait peur que la pellicule se termine, quoi. C'est ça. Et quand tu sais ça, quand tu regardes le film, c'est vraiment savoureux, quoi. Il y avait plein de rumeurs que tout le monde lui disait ah ouais, c'est qui le pilote qui a fait ça, c'est Jackie X, etc., des grands pilotes de l'époque. Et en fait, non, apparemment, c'était simplement lui. Ce qui peut nous permettre d'ailleurs parce que tu mentionnes des déclarations de Claude Lelouch, tout ça. Il y a également, je crois que c'est sur YouTube, un documentaire, un mini making-of, mais des années après, où Claude Lelouch refait le parcours beaucoup plus calmement, de mémoire. C'est ça. Encore que, avec un journaliste et où il raconte tout le film, quoi. Ils ont fait ça en 2006, si je dis pas de bêtises. Et c'est très intéressant parce qu'il explique vraiment de manière posée que c'est un film dont il est à la fois il a le plus honte parce qu'il dit que lui il adore la voiture, mais ce qu'il fait en voiture est honteux parce que c'est dangereux, mais en même temps c'est le film dont il est le plus fier, quoi. Moi je connais très très mal la filmographie de Lelouch, mais moi je déclare que c'est son meilleur film, quoi. Ah oui. Écoute, tu feras une rétrospective, tu les regarderas tous, c'est ta mission pour pouvoir dire ça de manière officielle, quoi. Il en a fait quelques-uns. Un sacré dossier, mais vraiment, je vous recommande si vous voulez voir, je sais pas, une espèce de vision folle de Paris comme ça. Regardez, c'était un rendez-vous. Ouais. Le son, à préciser, encore pour les amateurs de mécanique, il a fait ça avec une Merco, mais là, en post-production, le son qu'on entend est le son d'une Ferrari il a refait le trajet fait avec une Ferrari pour qu'il y ait bien vraiment les mêmes passages de rapport, les mêmes freinages, etc. Mais alors, je vous parlais du plaisir auditif de certains films. Là, c'est exceptionnel. Et d'ailleurs, on peut peut-être dire que notre générique, non Et ben voilà, j'allais dire, et si vous voulez un twist, sachez que vous avez déjà entendu un peu de C'était un rendez-vous, puisque en effet, ce magnifique bruit de moteur qui décélère pour s'arrêter finalement au début de notre générique DRS est tiré de ce formidable film, avec aussi
mine de rien, grâce à Claude Lelouch, dans son making-of des années après, Claude Lelouch nous parle et nous donne cette citation qu'on vous passe tout de suite. Et là, alors là, j'ai bourré très fort. Voilà, déjà, Monsieur Lelouch, pardon, nous envoie sa définition de bourré, finalement, du bourrage. Il est le père du film qui bourre, peut-être, quoi, ou du moins un très bel ambassadeur avec ce film. Mais rien qu'avec ce film, il a mis la barre très haut, rien qu'avec ce film, quoi. Dont il a fait un remake, d'ailleurs, tu m'en parlais récemment, avec le pilote Charles Leclerc, le pilote Ferrari. C'est ça, alors, quand j'ai découvert l'existence de ce film, j'ai bondi de joie, mais qui m'a un peu déçu. Oui, c'est pendant le confinement, enfin après le confinement en 2020 du Covid, vu que le Grand Prix de Monaco avait été annulé. Lelouch a refait un petit film pour l'occasion, en hommage à C'était un rendez-vous, mais avec Charles Leclerc qui conduit une Ferrari à travers les rues de Monaco, mais entièrement vide. C'est très plaisant à revoir, c'est sympa. Mais ça... C'est loin d'avoir le même charme. Ça reste un coup de com', voilà, ça n'a pas le même charme, le charme fou de C'était un rendez-vous, quoi. Même si on boude pas son plaisir de voir une Ferrari dans les rues de Monaco. Mais voilà. Eh bien, mon cher Stéphane, merci infiniment. J'espère que tu te sens plus léger, que ça va mieux maintenant d'avoir parlé. Ça va mieux, mais ouais, ça va mieux. Merci, je te remercie. Là, ça avait besoin de sortir, quoi. Écoute, ça m'a fait très plaisir. J'espère que que ce nouveau concept, même si ça reste du DRS, mais vous plaira. Et surtout, n'hésitez surtout pas, encore une fois, on vous le répète, à nous proposer des choses, nous proposer des films, notamment dans cette thématique. C'est pas 100% sûr, mais il est tout à fait possible qu'on revienne avec d'autres épisodes DRS de ce genre. On y réfléchit. Là, c'était film qui bourre, mais pourquoi pas demain les cocktails au cinéma, je ne sais pas, la nourriture, les films sur le football, je ne sais pas. Voilà. Au hasard, quelques thématiques qui me viennent comme ça, mais ça peut être tout à fait autre chose. Évidemment, je l'espère de tout cœur, sur la base de vos recommandations et peut-être aussi de nos découvertes futures, un tome 2 de ce DRS spécial film qui bourre. En tout cas, merci encore Stéphane, et merci à toutes et à tous. Et n'hésitez pas, vous connaissez évidemment la musique, si cet épisode vous a plu, de le partager, mais plus globalement, si vous aimez ce qu'on vous propose toutes les 2 semaines, d'en parler autour de vous, de prendre le temps. Merci à ceux qui le font, qui prennent, ça prend vraiment 30 secondes, 1 minute de mettre une petite note sur Apple Podcast, sur Spotify. 1000 merci à ceux qui l'ont déjà fait, un retour, un avis. Ça nous aide beaucoup, ça nous fait très plaisir. Vraiment, mais ça nous touche beaucoup de voir même un petit retour, un commentaire qui nous montre que vous écoutez ce qu'on fait et que vous y prenez du plaisir. Vraiment, c'est un tel boost de motivation, et ça nous donne tellement envie de continuer. C'est vraiment incroyable. Donc 1000 merci, et on vous dit à dans 2 semaines pour un nouvel épisode canonique, n'est-ce pas, dans Tourloupe dans l'Azimut. Merci beaucoup, à très vite. Merci. Je me permets un petit erratum, un erratum dans l'azimut, si j'ose ainsi m'exprimer. Dans notre passage sur C'était un rendez-vous, on parle de géographie parisienne et on indique que l'avenue Foch, entre autres, se trouve dans l'est de Paris. C'est bien évidemment faux, c'est l'ouest. Et dans tout le reste du passage, on inverse est et ouest. Ce qui est pour moi une erreur assez impardonnable, car je suis à cheval sur la géographie. Et je m'excuse si ça en a offusqué quelques-uns. En espérant que l'épisode vous ait plu, inversez juste est et ouest dans votre tête. Je vous embrasse tous, à très bientôt.